les Allemands, Bismarck, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils n'ont qu'une seule idée, c'est tout naturel. Ils veulent réaliser leur but de guerre. Quel est le but de guerre de Bismarck? Amputer la France de ce qu'on appellera l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire des territoires compris autour de deux villes qui sont Strasbourg et qui sont Metz. C'est ça que les Allemands veulent. Ils sont prêts à traiter avec n'importe qui leur donnera ces deux villes qu'ils convoitent. Bismarck a été extrêmement déçu de l'attitude de Napoléon III à Sedan. Napoléon s'était très bien conduit. Napoléon s'était fait faire prisonnier, il ne pouvait pas faire autrement puisque l'armée était dans cette souricière, écrasée par les obus. Mais une fois qu'il avait été prisonnier, il avait dit « Je ne suis plus empereur. Vous avez mon épée, j'ai rendu mon épée, je ne peux plus me battre, j'ai plus de soldats. Mais en tout cas, moi, empereur, je refuse absolument de signer quelque traité que ce soit qui consacre une amputation territoriale de la France. » Déception des Allemands, rien à faire avec Napoléon III. Alors, et le gouvernement de la défense nationale? Il s'appelle gouvernement de la défense nationale, par conséquent, en apparence, c'est un gouvernement de résistance. Bismarck est assez bien renseigné sur ces gens. J'ai fait un travail là-dessus, enfin je crois pouvoir vous en parler avec exactitude. Ce que l'on appelle gouvernement de la défense nationale, c'était une entreprise de duperie. Les faubourgs s'étaient soulevés. Le prolétariat était descendu dans la rue. Il y avait donc une réelle menace sociale, comme on dit, c'est-à-dire une menace de transformation de l'iniquité en équité peut-être. Alors un certain nombre de bourgeois dits de gauche s'étaient précipités à l'hôtel de ville pour essayer de constituer un gouvernement qu'ils appelleraient, pour faire tenir tranquilles les gens, qu'ils appelleraient gouvernement de défense nationale, et qui ne serait là, en réalité, que pour assurer la stabilité des structures sociales. Et tous ces gens, ils étaient pleins de Jules. Il y avait le ministre de la Guerre général Jules Trochu, il n'est pas ministre de la Guerre, il était président. Jules Trochu, il y avait Jules Favre, il y avait Jules Ferry, il y avait Jules Simon. Et bien ces quatre Jules, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est de se rendre le plus rapidement possible, traiter aux conditions de l'Allemagne, pour que les troupes allemandes puissent être à Paris et fassent tenir tranquille le prolétariat. C'est la dernière visite, et le 4 juillet, nous allons remettre les clés aux entreprises qui vont devenir maîtres des lieux, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à démolir. Mes chers compatriotes, nous avons devant nous des défis historiques. Pour les relever, n'oublions jamais nos forces. Notre histoire, notre jeunesse, notre sens du travail et de l'engagement, notre volonté de justice, notre capacité de créer pour dire et changer le monde, notre bienveillance. Agissons ensemble avec toutes ces forces chevillées au corps. Ayons ensemble cette volonté de conquérir cette énergie du jour qui vient. Vive la République! Vive la France! Et il lui dit: j'avais tout préparé pour faire une station en plein jour devant la porte Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, qui est derrière nous, on la voit, où il y a depuis 8 siècles
une humanité beaucoup plus charmante que celle que nous fréquentons. Mais jamais les yeux de ceux qui passent devant elle ne se lèvent ni s'arrêtent. Ce sont des yeux pour ne pas voir, entre guillemets. Et mes yeux, peut-être, eux, regarderaient et aimeraient, mais ils ne passent pas devant elle et ils ne s'ouvrent que dans l'obscurité et ne regardent qu'un mur de liège. Évidemment, comme d'habitude, et de même qu'à la fin de la recherche du temps perdu, le narrateur explique qu'il a tout son roman à faire alors que le roman est en plein parachèvement merveilleux. Lorsque Proust dit que lui, il pourrait voir cette humanité merveilleuse que les passants ne voient pas, mais que, ne se déplaçant pas, il ne voit que l'obscurité de son mur de liège, il est en train de dire aussi, d'une certaine manière, qu'en tant qu'il est un extra-lucide, et qu'en tant qu'il est habité par le temps, il arrive à voir, lui, et à entendre, et à comprendre, et à écouter le langage même de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est ce qu'elle est en train de confirmer derrière nous.